Donc, technologie 3D, ce n'est pas ce que je qualifierais ce n'est pas un SIG, un système d'information géographique, comme par exemple peut l'être QGIS, parce qu'il n'a pas toutes les fonctionnalités d'un SIG, loin de là. Je qualifierais Technoglobe 3D de globe virtuel, au même titre que Google Earth, par exemple. C'est-à-dire, c'est un globe avant tout, voilà, vous avez un globe. Et ce globe, on peut y superposer des données. C'est des données qui peuvent être de nature ponctuelle, par exemple des séismes, des foyers sismiques. Alors, pour cela, je vais dans le menu Données affichées et je choisis les données que je veux voir figurer. Par exemple, les foyers sismiques, voilà, qui apparaissent sous la forme de points colorés, hein, il y a une échelle de profondeur. Ça peut être aussi des volcans, ça peut être des balises GPS. Donc, ce sont des données qui sont ponctuelles, hein, qui sont associées à des coordonnées scalaires, enfin, à juste un point hein, de latitude et de longitude donnée. On peut aussi y afficher des calques, des cartes géologiques, par exemple, comme la carte de l'âge du plancher océanique. Voilà. Et bien d'autres choses, comme on pourra le voir dans cette petite visite guidée de Technoglobe 3D. Donc, avant tout, Technoglobe 3D est un globe virtuel sur lequel on peut faire figurer des données de différentes natures. Mais ce n'est pas que ça. Sur Technoglobe 3D, on peut aussi étudier l'intérieur du globe. Hein, c'est vraiment, pour moi, son point fort. On peut donc faire des coupes. Alors déjà, à nu, hein, voilà le globe nu. Je peux faire une coupe, par exemple. Allez, on va changer un peu. C'est toujours le Chili. On va aller au Japon. Je vais faire une coupe à nu comme ça. Je fais action, tracer une coupe. Je peux faire une coupe, par exemple, ici, au niveau du Japon. Et je vois la topographie euh, de la mer, enfin, du Japon. Et je peux changer, bien sûr, l'exagération verticale. Je peux n'exagérer, si je veux, que le relief ou quasiment ou carrément toute la coupe. Afficher le nom des villes, hein, si je veux me repérer. Voilà, donc là, il y a le nom des villes. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Maintenant, on peut voir des villes. Et je peux faire aussi des coupes en 2D et en 3D. Donc, pour avoir une coupe en 3D, c'est facile. Je clique sur Coupe en 3D et j'ai la topographie en 3D ici. Je peux bien sûr régler aussi l'exagération verticale, hein, si je veux plus de relief, ou l'opacité, si je veux quelque chose de plus opaque. Donc, Tectoglobe 3D, purée, ce nom. Alors, ce nom, je ne l'ai pas choisi, je tiens à le dire. C'est un hommage, en fait, au travail immense de Jean-François Madre, qui est un prof de SVT qui est à la retraite depuis bien longtemps maintenant, et dont j'étais un fan, un grand fan. J'ai eu la chance de le rencontrer à Amiens, même de travailler un peu avec lui. Et j'ai nommé tous mes logiciels quasiment les plus récents, les plus importants, par rapport à ces logiciels en m'inscrivant au maximum dans la philosophie de ces logiciels. C'est pour ça que j'ai écrit aussi Mesurim 2, Genigen 2, etc. Donc voilà, les noms ne sont pas choisis par hasard, ce sont des hommages au logiciel de Jean-François Mad. Sachez quand même que je l'ai contacté et que j'ai demandé à Jean-François l'autorisation par mail hein, de prendre ces noms-là. Voilà, il me l'a donné. Donc on peut faire des coupes dans Tectoglobe 3D. Et ces coupes, on peut leur faire figurer les mêmes éléments que tout à l'heure, par exemple les foyers sismiques, qui dès lors apparaissent en 3D. Ici, on voit le plan de Benioff, ou en 2D, hein, bien sûr, si je préfère en 2D. Donc, on peut faire des coupes dans le globe. Sur ces coupes, on peut faire figurer les séismes, les volcans, mais aussi le mot. Alors, il va me proposer d'exagérer pour qu'on voit mieux le mot. Hein. Donc là, évidemment, c'est épouvantable parce qu'on voit le plan de Benioff qui tombe à la verticale. Hein. On va calmer un peu l'exagération. Voilà. Donc, on peut faire figurer le mot. Voilà. Je vais faire une coupe ici, par exemple. On peut faire figurer la tomographie sismique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des profs de physique, ou ils doivent connaître les profs de physique. La tomographie sismique, c'est une façon d'étudier l'intérieur du globe à partir des anomalies de vitesse des ondes sismiques. Ça part du principe que plus un milieu est chaud, moins le milieu est rigide, pour faire simple, et plus les ondes sismiques, et moins les ondes sismiques se déplacent rapidement dans ce milieu. Donc si je fais données affichées tomographie sismique, eh bien, je vais voir apparaître ici, voilà, les anomalies. Je vais, je vais arrêter l'exagération thermique, de profondeur, voilà. Là, je vois les anomalies thermiques qui me permettent de visualiser euh, la plaque froide, la plaque lithosphérique froide qui plonge dans le manteau.
Donc la tomographie sismique, c'est quelque chose qui est très utilisé par les collègues dans Pictoglobe 3D parce que c'est difficile de faire une coupe tomographique avec un autre outil. Il existe d'autres outils, mais sincèrement, difficilement accessibles pour les élèves. Donc, on peut faire des coupes tomographiques en 2D, en 3D aussi, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est pour moi les coupes, et notamment les coupes tomographiques, la plus grande utilisation que les collègues font en collège, pardon, de Technoglobe 3D. Donc, la possibilité de faire des coupes. Euh, je vais revenir ici, voilà. On peut aussi, si on le souhaite, avoir des informations sur un point. Par exemple, là, j'ai un triangle rouge. Imaginons, je veux savoir à quel volcan il correspond. Je peux faire un clic droit et demander des informations sur ce lieu. Alors, il me dit, cet écran, les informations qui figurent dépendent de mes choix de données. Ici, par exemple, j'ai affiché le Moho, donc il me dit que le Moho est à peu près de 57,3 km sous le niveau de la mer. Le volcan le plus proche, il me dit, c'est Jaükkota. Voilà, il est là. Bon, apparemment, il n'a pas fait de mort parce que quand il y a des morts ou des dégâts, ça apparaît. Alors, je vais essayer d'aller sur un volcan où il y a eu un petit peu de. Ah, je répondrai à Fabrice juste après parce que c'est une question importante. Je ne sais pas si je prends. Voilà, ici. On voit ici qu'il y a eu, par exemple, dans les champs flégriens, en 2017, 3 décès. Hein, voilà, donc on peut avoir euh, des informations sur les volcans. Si je clique, voilà, il me centre dessus. Bon. Euh, alors, Fabrice Véfour me demande s'il est possible de préciser quel modèle de tomographie choisir. Oui, il suffit d'aller dans Données affichées, tomographie, et il y a ce qui s'appelle l'aide au choix du modèle. Dans l'aide au choix du modèle, il y a un tableau qui va guider l'élève ou le professeur dans le choix du modèle qu'il va utiliser. D'abord, il y a le modèle de vitesse de référence. Ça peut être AK135, GAP ou STW 105. Je suis en ce moment en train de travailler pour rajouter le modèle PREM aussi. Mais le modèle PREM est un peu, est pas terrible, je trouve, pour la tomographie. Donc, je pense rajouter un nouveau modèle de tomographie juste pour pouvoir avoir un modèle qui repose sur le modèle PREM. Mais ce sera certainement pas le meilleur, hein. Pour moi, le meilleur modèle, de toute façon, le plus polyvalent, c'est le TX 2019 Slab. Voilà, celui-là. Mais je peux très bien en prendre un autre. Par exemple, je peux prendre GAP P4. Alors, ça change tout de même le résultat, hein. Par exemple, là, si je fais ma coupe, ici, donc voilà le résultat que j'ai avec GAP P4. Bon, on voit quand même une anomalie, mais c'est vrai que c'est incomparable par rapport à ce qu'on a avec le TX 2019, hein, beaucoup plus net. Et par ailleurs, les modèles comme par exemple S362, je ne les conseille carrément pas. Parce que vous voyez, pour les matériaux froids, comme dans le cas de la subduction, le résultat est vraiment dégueulasse. Je l'ai laissé. Bon, parce que des collègues m'ont demandé de le laisser, mais personnellement, à part pour les dorsales, hein, parce qu'on voit qu'au niveau des dorsales, comme les ondes S, vous savez que les ondes S ne se déplacent pas dans les milieux fluides, sont des ondes de cisaillement. Je trouve que les anomalies des ondes S mettent bien en évidence lorsqu'il y a de la fusion partielle ou des phénomènes proches de la fusion partielle. Mais à part ça, la résolution est très mauvaise, hein. Voilà, je ne sais pas si Fabrice, je t'ai répondu. Est-ce que c'est bon, Fabrice? Je t'invite à explorer ce petit outil. Et sinon, sur le site de Nice, il y a un article où j'explique les différents modèles. Alors, pour répondre à Ina, oui, tomographie sismique est totalement intégré. En fait, le logiciel tomographie sismique, c'est moi qui l'avais écrit. Et j'ai totalement intégré tout ce qu'il y avait dans tomographie sismique et bien plus, hein, bien, bien, bien plus en termes de tomographie dans Technoglobe 3D. Donc, on peut refaire de la tomographie dans Technoglobe 3D. Voilà, il n'y a pas de problème. Euh, alors, j'oublie certainement plein de choses. On va parler un petit peu, par exemple, en restant dans ces menus, des GPS. Alors, quand vous êtes sur les GPS, on peut avoir davantage d'informations sur une station. On peut double-cliquer ou faire un clic droit, hein. Je peux, comme tout à l'heure, faire un clic droit, demander une information sur ce lieu. Il me dit, balise GPS la plus proche, elle s'appelle Mars parce que c'est Marseille. Je peux afficher la photographie de la balise. Ça, c'est sympa, ça fait voyager, hein. Et vous pouvez aussi télécharger, enfin, si vous cliquez sur le graphique, vous avez
les graphiques en temps réel, parce qu'on voit qu'on est vraiment en 2025, voilà. Il va vous chercher la dernière version sur le site de la NASA. On peut avoir les versions récentes, les plus récentes du graphique qui montre les déplacements en latitude et longitude. Pour ceux qui veulent travailler, s'il y a des profs de maths parmi vous, sur les coefficients directeurs. Je sais qu'il y a beaucoup de profs de SVT aussi qui le font, hein, calculer la pente, le coefficient directeur pour avoir la vitesse en latitude et en longitude. Voilà, donc vous pouvez récupérer ces données. On peut aussi, avec les GPS, changer de référentiel. Alors, quand vous avez des situations comme celle-ci, alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que les flèches sont roses là, où on a par exemple deux stations GPS qui vont dans le même sens. Alors bien sûr, vous êtes des pros et vous voyez qu'ici, il y a divergence, parce que la station qui est à l'est va plus vite que la station qui est à l'ouest. C'est le lièvre et la tortue, hein. Donc la station de droite va plus vite vers l'est que celle de l'ouest. Donc, c'est embêtant quand on est avec les élèves de savoir s'il y a convergence ou divergence. Mais on peut changer des référentiels. Je peux par exemple prendre celle-là de station, donc je vais double-cliquer dessus ou faire un clic droit, c'est pareil, et je la choisis comme nouvelle référence. Et tous les autres déplacements maintenant seront donnés par rapport à cette station-là, qui sert de référence. Et on voit que, par exemple, celle-là s'éloigne. Donc c'est très utile parce que, par exemple, ici, alors je vais remettre le référentiel astronomique. Voilà. On voit ici, c'est embêtant, hein, pareil pour l'Amérique du Sud. Je vais enlever le séisme. On voit que les stations vont toutes vers l'est. Et même si, avec un petit raisonnement, on voit que que la plaque Pacifique rattrape euh, l'Amérique du Sud, je peux choisir de prendre comme référence, par exemple, cette station. Et là, la convergence est bien plus visible. Donc voilà, on peut travailler avec les GPS aussi, les stations GPS. Il y a tout plein de choses que l'on peut faire avec cet outil. Je vais réinitialiser ma page. Et Si je j'ai reprends. une question très concrète. Si tu reviens sur la zone de l'Amérique du Sud, là, quand tu as affiché les deux vecteurs. Ouais. OK, voilà, dézoome un peu. OK, celui qui est moi à ma gauche, il est quand même beaucoup plus long que Oui. tous les autres. Ça ne suffit pas, ça, Si, pour si, justifier. si on a des élèves intelligents, bien sûr, je pense que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'ils font. Moi, je parle du lièvre et de la tortue, hein. Donc, je dessine au tableau un lièvre avec une grande flèche, une tortue avec une petite flèche. Ils vont tous les deux vers la droite. Le Ouais. lièvre va rattraper la tortue. Mais on a des élèves qui ont vraiment du mal, hein, avec les. Et du coup, après, tu dis qu'il faut changer de On référentiel. Ça peut. veut dire que ton logiciel, automatiquement, il a pris un autre référentiel. C'est ça que Bah, j'ai pas compris, en c'est-à-dire fait. qu'en fait, si je choisis une station, allez, on va dire par exemple celle-là, arbitrairement, D'accord. celle-là, je clique dessus, il me dit, bah, le GPS, bah, c'est Copo, hein, c'est celle-là, là, voilà. Je peux très OK. bien dire choisir comme référentiel. Et maintenant, Techno 3D va considérer que cette balise, elle est immobile et que c'est un point fixe. Et en fait, tous les Hmm. déplacements sont faits par rapport à ce point maintenant. Par D'accord. exemple, je vois OK. que cette balise se rapproche, celle-là se D'accord, rapproche, d'accord. etc. C'est un nouveau point fixe. Je change de point fixe. Et avant que tu choisisses ça, c'était quoi le point fixe? C'est le référentiel ITRF 2008, c'est un référentiel astronomique, hein. Voilà, il faut pas Oui, oublier. donc en fait, le logiciel, il choisit arbitrairement Ah, mais c'est le déjà. GPS, c'est toujours Oui, non, mais je par suis nulle défaut. en GPS, je te le dis, Alors, hein. le GPS, ce sont des satellites géostationnaires. Non, pardon, pas géostationnaires, n'importe quoi. Ce sont des satellites en orbite plus basse, bien sûr. Et les positions sont données par rapport à un référentiel stellaire d'étoiles qui Oui, bouge oui, quasiment pas, hein. c'est Donc, bon, c'est bon, j'ai raccroché. Donc du coup, il faut lui indiquer un autre voilà. référentiel pour mieux Mais visualiser. un prof n'a rien à faire. C'est-à-dire que quand il lance Ecto 3D, si ça lui convient ce qu'il a à l'écran là, très bien, on en reste là. Et puis c'est très bien comme ça, hein. Il n'y a pas besoin de se rendre fou. Si jamais les élèves comprennent, ici par exemple, on voit très bien effectivement que la plaque à l'est va plus vite que la plaque à l'ouest. Il y a un moment, on peut Non, s'en non, mais c'est contenter, intéressant hein. de le savoir, justement. Ok, Alors là, oui, merci. là par exemple, puisque j'y suis, hein, on a un phénomène, on a un rift, hein. Bon, le rifting, il est là, hein, en vrai, vers Djibouti, mais là, on a un rift, donc je peux très bien faire une coupe. C'est intéressant parce qu'on voit si j'affiche le mot haut, voilà, si j'affiche le mot haut, on voit l'amincissement du mot haut au niveau du rift. Pareil si j'affiche la LVZ ici. Et c'est encore plus joli en 3D. Vous voyez? Alors c'est nickel pour travailler sur les racines crustales, hein, si vous voulez. C'est plus au programme, hein, malheureusement en France. Mais on peut travailler sur les racines crustales avec ces coupes 3D, évidemment. J'en profite pour vous dire, si vous avez une imprimante 3D chez vous,
euh, comment dire, si vous avez une imprimante 3D et que vous dites, waouh, j'aimerais tellement avoir ce truc-là en 3D, alors je vais exagérer que le relief parce que là c'est un peu violent. Vous voulez avoir cette belle plaque en 3D, hein, pas de problème. Vous allez dans Fichier, Exporter, et vous pouvez l'exporter pour impression 3D et donner ça à votre collègue de sciences de l'ingénieur ou de techno en collège, par exemple, et lui dire, s'il te plaît, tu peux m'imprimer ce STL, et il va vous faire tirer une belle plaque, vous n'aurez plus qu'à peindre, hein, voilà. Donc c'est possible de sortir les objets 3D pour les imprimer en 3D, si on le souhaite. Voilà. Bon, je vais vous parler maintenant de fonctionnalités un peu rigolotes. On peut aussi, dans TikTok 3D, remonter un peu le temps. Dans les actions extra, il y a des choses rigolotes. Par exemple, la disposition passée des continents. Donc, ce sont des modèles. Il y a deux modèles disponibles. Le modèle de Muller, qui pour moi est le meilleur, hein. Il le met à jour régulièrement. Alors, de temps en temps, je mets à jour les modèles. Et en fait, dans ce modèle, on a l'âge du fond océanique. C'est le même code couleur que dans la carte que je vous ai montré tout à l'heure. Et on peut remonter le temps pour voir l'aspect de la Terre dans le passé. Voilà. Donc ça, c'est pas mal quand on veut faire la tectonique des plaques, hein, montrer les mouvements tectoniques. Et de même, on a le modèle de Scotez, alors qu'il y a eu la gentillesse de répondre à mes mails, de m'envoyer des fichiers de bonne qualité. Je les ai un peu retravaillés parce qu'il y avait des problèmes au niveau des points chauds, etc. Il y avait des erreurs. En fait, c'est un peu, Scotez, ce modèle que vous avez à l'écran, c'est, je crois, son fils qui a fait le rendu infographique avec Photoshop. C'est un peu approximatif par rapport à celui de Muller, mais il est plus graphique, hein. Et je sais que les élèves préfèrent celui-là. On voit mieux euh, l'étendue des mers notamment. Donc on peut travailler sur, on peut remonter le temps avec Technolo 3D, il n'y a pas de problème. On peut faire aussi dans les extras des petites choses sympas, voir les foyers sismiques à travers la Terre comme si elle était transparente. Alors ici, la profondeur des foyers est exagérée, mais on peut voilà, mettre en facteur 1, c'est moins flagrant, quoi, qu'on continue à voir par transparence les foyers les plus profonds. Mais en exagérant un peu les profondeurs, c'est déjà beaucoup plus rigolo. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'images par seconde, parce que la vidéo, elle est peut-être mal streamée, mais vous vous amuserez. Les élèves, ils adorent ça, regarder les foyers sismiques en profondeur pour visualiser justement les subductions, comme si la Terre était transparente. On peut aussi visualiser le géoïde. Voilà. Donc, bien sûr, lui aussi très exagéré. Voilà, le géoïde. Voilà. Euh, on peut faire varier le niveau de la mer, si on veut. Ici, je peux changer le niveau de la mer pour voir les parties qui seraient inondées, hein. Eh bien, tac, 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 je réfléchis. On peut décortiquer le globe. Ça veut dire, je vais enlever les pays. Je peux par exemple retirer, si je le souhaite, la croûte. Voilà, voilà la Terre si la croûte était retirée. Alors évidemment, c'est le mot à l'envers, hein. On voit la Terre sans la croûte, hein, avec des grands creux. Voilà. Donc le géoïde. OK. Donc on peut aussi éplucher. Je ne vais pas tout faire parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire. Dans les données affichées, je crois que j'ai oublié quelque chose. On peut, pour ceux qui enseignent en terminale, travailler sur la carte de France métropolitaine, la carte au millionième, voilà. Très pratique quand on travaille sur les ophiolites, par exemple, hein. Vous avez la légende ici, détaillée. Donc on peut travailler sur la carte de France. Il y a d'autres cartes géologiques très utiles, hein. Vous avez l'île de la Réunion, l'âge des terrains continentaux. Enfin, il y a pas mal de choses quand même, hein. Les anomalies magnétiques, je ne sais pas quoi dire, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, vous avez plein de données que vous pouvez afficher et sur lesquelles vous pouvez travailler. La densité de population, si vous voulez travailler sur le risque, hein, en parallèle avec les, les volcans, les plaques tectoniques. Donc vous avez toutes sortes de données, des données en profondeur, comme par exemple l'épaisseur de la glace et des sédiments. Bon, voilà pour ce qu'on peut faire en surface du globe et en profondeur. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les sismogrammes, qui sont à l'origine, plutôt, les sismogrammes sont le résultat du partenariat qui s'est rapidement établi entre moi,
et du MEDOPS, c'est-à-dire l'Université de Nice. En fait, EduMedOps ont des données sismiques d'intérêt pédagogique. Ils ont ce site, je vais le mettre dans le chat, ont plein de données qui sont très intéressantes et pour les valoriser, on m'a contacté, on m'a dit de voir comment je pourrais utiliser Technicolor 3D pour les valoriser. Et notamment, avec l'aide de Julien Balestra, qui est un ingénieur, euh, on a fait un lien entre les sismogrammes hébergés sur EduMed et Technoglobe 3D. Alors, je vais vous faire un exemple. Euh, Si je vais sur le site d'EduMed, je vais dans Data Center Sismo. Et dans Sismo, il y a un lien qui, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est celui-là. C'est les sismogrammes d'intérêt pédagogique. Je vais vous donner le lien. Pour moi, c'est ce lien qui est important. Et sur cette page, vous avez euh, plein, plein. Il y en a vraiment énormément de sismogrammes accompagnés, euh, didactisés, préparés, travaillés pour être utilisables en classe. Si je prends le séisme qui a secoué la Terre il y a 4 jours, hein, qui a secoué notre région, en tout cas, notre académie à Nice, il y a 4 jours, ici, il suffit d'appuyer sur Technoglobe 3D, ici, pour que ça s'ouvre automatiquement, voilà, dans Technoglobe 3D. Donc vous avez des séismes qui sont reportés ici, des stations sismiques, et à droite, vous avez les sismogrammes. On peut bien sûr, sur ces sismogrammes, afficher les temps d'arrivée des ondes, le T0 de l'événement, le temps d'arrivée des ondes. Les sismogrammes sont classés automatiquement de la station la plus proche de l'épicentre à la station la plus éloignée. Voilà, donc voilà la situation. Et à partir de cela, on peut faire plein de choses. On peut faire par exemple de la triangulation en créant des cercles de distance correspondant à la distance calculée par rapport à l'odochrone. Mais là, je vais vous montrer une technique que Jean-Luc m'a présentée il y a 2 jours et il m'a demandé d'implémenter un outil. Je vais vous montrer par exemple comment, à partir de ce séisme et des sismogrammes, on peut déterminer la position, faire une approximation de la position de l'épicentre. Si je prends par exemple les stations de SOSP et CBBF, SOSP c'est Sospel, CBBF je ne sais pas, peut-être que Jean-Luc sait ce que c'est CBBF comme station. Bon. Si je prends ces deux stations, Beau soleil, à côté de Monaco. merci beaucoup. Donc il est clair que l'épicentre est plus proche de Sospel que de CBBF. Donc on va tracer une ligne qui va correspondre à l'ensemble des points situés à la même distance de CBBF et Sospel. Alors, s'il y a des profs de maths, vous savez que cette ligne, dans le plan, ce serait la médiatrice, cette droite. Donc là, je vais tracer la médiatrice entre CBBF et Sospel. Donc, je vais dans Action, ajouter un objet, médiatrice. Et comme je sais que Sospel, c'est la station qui est plus proche de l'épicentre, je commence par Sospel, A, et je vais sur CBBF. Et il me fait une médiatrice. Mais moi, je sais que le séisme est plus proche de Sospel que CBBF. Donc déjà, je sais que mon épicentre, il est de ce côté-là de la médiatrice. Et je vais faire pareil avec les autres sismogrammes. Par exemple, je vais prendre, alors on va changer un peu, Sospel et SOV. Je vois très bien que je suis plus proche de Sospel que de SOV. Donc je vais tracer la médiatrice en commençant par Sospel et en allant vers SOV. Et encore une fois, il me trace une deuxième médiatrice. Sauf que maintenant, je sais que le séisme n'est pas là, il n'est pas dans ce demi-plan, il n'est pas là, il n'est pas dans ce demi-plan, il est quelque part dans ce secteur d'épicentre. Alors on va continuer. Alors il faut que je sois malin là. Je vais prendre par exemple Barf et Cuneo. Je vais prendre Barf et Cuneo. Bon, alors je reviens sur mes sismogrammes, étudier les sismogrammes, et je vois que la première station qui apparaît, c'est Barf. Bon, alors je vais faire ma médiatrice. Non, Je ne non, suis pas c'est trompé, hein. Cuneo. C'est Cuneo J'ai eu d'abord. l'impression que j'ai loupé quelque chose C'est là. Cuneo Oui, d'abord. C'est Cuneo, j'avais loupé, je me suis bien dit qu'il y avait une erreur. Donc je vais faire ma médiatrice en commençant par Cuneo. Cuneo, barf. Voilà. Et je sais maintenant que ce n'est pas dans ce demi-plan-là. Donc ce n'est pas dans ce demi-plan-là. Ce n'est pas dans ce demi-plan-là. Ah, ça sert à rien ce que je viens de faire. Donc j'ai pas été malin là. Entre Ouais, quoi et quoi par tu dirais exemple, toi? entre Cuneo et Draguignan.
Allez, Cuneo et Draguignan alors. Cunéo et Allez, on Draguignan, va par faire exemple. Cuneo-Draguignan. On va faire Cuneo-Draguignan parce qu'on me le propose. Il Alors, faut quelle que est la tu première qui expliques le apparaît? petit trait que tu as rajouté sur la médiatrice pour. Alors, le petit trait indique la station B à chaque fois, la deuxième. Donc, ça me permet de savoir la deuxième que j'ai cliquée. C'est pour me rappeler que ce n'est pas là, justement. C'est de l'autre côté. Le petit trait qui apparaît là, il permet de dire ce n'est pas là. Alors, on m'a dit entre Draguignan et quoi? Je ne me rappelle plus, là. Quelqu'un m'a fait une proposition. Cuneo et Draguignan, je crois, hein. Cunéo Alors, je cherche. La première qui apparaît, ça va être laquelle? Cuneo. Donc, Cuneo, OK. Donc, je refais ma ou médiatrice CIB, ouais. entre Cuneo et Draguignan. Voilà. Donc là, Cuneo et Draguignan, je sais que c'est pas là. Mais ça m'aide pas, je suis toujours dans ce triangle. Entre À couper. Sauve et Cuneo, ça devrait descendre, ça devrait couper. Alors, entre qui est Cuneo, je me rappelle. Sauve et Cuneo, ça devrait faire une, ça Alors, devrait faire un triangle. Sauve, attends, c'est Sauve la première et Cuneo la deuxième, c'est ça? Alors, on y va. Oui, Donc, entre Sauve et Cuneo. Ah, voilà, impeccable. Merci beaucoup. J'ai pas vu qui me l'a proposé, mais voilà, je sais que c'est pas dans ce demi-plan, ben, il me reste cette zone-là. L'épicentre est quelque part là-dedans. On pourrait affiner. Donc c'est rigolo comme technique parce que ça ne nécessite pas d'avoir un point, de pointer les ondes S notamment, parce que pour utiliser l'audochrone, il faudrait pointer les ondes S, ce qui est très difficile. Là, il suffit de voir juste le début des tremblements, le début des vibrations sur le sismogramme, hein, voilà, juste de les classer du plus proche au plus lointain. Et juste en les classant du plus proche au plus lointain, on peut fabriquer ce polygone. on peut finir cette activité en donnant la solution des chercheurs. Oui. Les enfants rajoutent le point. Ils peuvent ajouter Alors, par exemple, tu les la connais les carte. coordonnées, toi? Tu les as? Je vais sur la petite loupe qui est là-haut, qui permet de saisir des coordonnées. On peut placer des repères à la main, hein. Vous avez une punaise comme dans Google Earth. On peut mettre des repères, hein, comme là, tac, tac, bien sûr. On peut mettre des repères, leur donner un nom. On peut donner des noms, hein, blabla, une couleur. Donc, c'est comme Google Earth, on peut mettre des repères, bien sûr, des punaises. Mais on peut aussi cliquer sur la loupe et saisir à la main des coordonnées que Jean-Luc va me donner. Je crois que c'est celui-là. Enfin, voilà. Vas-y. Donc j'ai 43,86 nord Ouais, et 7,3 est. ok. Allez, je rajoute un repère et je l'appelle épi. Et voilà, ok. Et là, Donc, j'ai mon épicentre. Le voilà. voilà. On peut rajouter des points de coordonnées connus directement avec la petite loupe, tout simplement. Donc ça valide le travail des enfants, quoi. Voilà. Voilà. Alors, je vais montrer maintenant qu'il y a aussi des séismes intégrés dans Technoglobe 3D, hein. Si je tape juste l'adresse de Technoglobe 3D et je vais dans Fichier, il y a dans les sismogrammes, on a des sismogrammes intégrés au logiciel lui-même. Notamment un qui est très utilisé en première spécialité, c'est Pérou-Équateur. Alors, je charge ce jeu de sismogramme que vous voyez à droite. C'est un séisme très important avec une magnitude de 7,5. Et cette fois-ci, on donne à l'élève la profondeur, la position de l'épicentre, hein. L'épicentre est là, ici. Donc, tout est donné à l'élève. Ce qui est intéressant dans ce sismogramme, hein, je vais afficher le T0, je vais afficher le temps d'arrivée des ondes. Voilà. C'est que comme il est vraiment de portée mondiale, on va pouvoir étudier la structure interne du globe. Ici, je vais faire en sorte que toutes les ordonnées soient communes. Donc là, j'ai fait en sorte que toutes les ordonnées soient communes. Et ce que je constate quand je fais en sorte que toutes les ordonnées soient communes, c'est qu'il y a une station, la station Kunk, où on enregistre, enfin, en tout cas, il n'y a pas d'enregistrement significatif, pas de tracé significatif, hein. Je vais les rendre plus grandes. Voilà. Vous voyez sur Kunk, c'est vraiment tracé plat. Alors évidemment, si j'ajuste les ordonnées, il y a il y a des vibrations, mais c'est triché. Là, je suis à 10 puissance moins 4 mm par seconde. Donc je mets une ordonnée commune et on voit que j'ai un tracé plat. Alors comment expliquer qu'à Kunk, j'ai un tracé plat, alors qu'à Coco et à Com, qui sont plus éloignés, j'ai un tracé plus important? C'est bien sûr la fameuse zone d'ombre. Alors pour l'étudier, c'est très simple avec Technoglobe 3D. Il suffit d'aller dans Sismogramme, projeter les stations sur une coupe de globe. On peut faire ça avec n'importe quel séisme. Et là, il vous fait une coupe du globe. Et sur cette coupe du globe, il va reporter les distances angulaires des stations. Par exemple, Kunk est à une distance angulaire de 164 degrés, donc il le met à 164 degrés du cercle. Donc il projette les stations sur une coupe du globe, voilà. Et
il va tracer les raies sismiques en partant du modèle de vitesse PREM. Alors, on peut changer le modèle de vitesse dans les menus, hein, on peut mettre AK135. Ça ne change pas grand-chose, hein. Je vais mettre AK135 pour faire joli, voilà. On peut changer de modèle de vitesse. Donc, on a un modèle de vitesse qui donne la vitesse des ondes P et des ondes S en fonction de la profondeur, qui est le modèle AK135 ou le modèle PREM, comme vous préférez. Voilà. Et à partir de ce modèle de vitesse, il va calculer le trajet des raies sismiques. Alors, je sais qu'on a la chance d'avoir un prof de physique. En fait, ce que fait le logiciel, c'est que pour chaque tranche de profondeur, il fait progresser le ray sismique et il applique la loi de Snell-Descartes. C'est-à-dire N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Euh, Comment dire? C'est plutôt, ici, ce serait plutôt V1 sinus I1 avec V1 étant la vitesse de l'onde dans la tranche 1 et I1 et attends, qu'est-ce que je dis? Je dis quoi? V1 sinus I1 et I1 ce serait l'angle d'incidence égale V2 sinus I2 et donc à chaque fois il applique cette formule pour calculer la nouvelle trajectoire du ray sismique. Et donc on peut étudier chaque ray sismique en cliquant sur les rays, voir les phénomènes de réflexion totale, etc. Donc, on comprend pourquoi ici, on a, à cause de la discontinuité de Gutenberg, euh, une zone d'ombre pour la station Kunc. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire ça en parallèle avec une modélisation analogique, par exemple avec deux cristallisoires, de l'huile et de l'eau, hein, qui n'ont pas le même indice de réfraction, et un laser. L'un seul, c'est pas terrible. Faire que de l'informatique, c'est pas terrible. Et faire que le cristallisoire, c'est pas terrible non plus parce que les élèves ils font joujou avec le laser, ils rigolent bien, ils prennent des mesures et tout ça, mais en fait, ils voient pas du tout le lien avec les ondes sismiques. Donc là, au moins, on peut faire le lien entre les deux. Voilà. On peut aussi s'amuser à voir qu'est-ce qui se passerait finalement si les modèles de vitesse étaient différents. Donc il suffit d'aller dans sismogramme, modèle de vitesse, on peut prendre un modèle personnalisé et on peut modifier le profil. Par exemple, imaginons qu'il n'y ait pas cette discontinuité là. Voilà, je vais faire un truc plus lisse. Oula, j'ai laissé un. Et j'obtiens, vous voyez, quelque chose comme ça. On peut faire son propre modèle de vitesse si on veut. Alors, des fois, ça donne des résultats pas possibles dans la nature, hein. Bien sûr, là, on obtient des choses épouvantables. Mais enfin, on peut s'amuser. On peut aussi prendre des modèles extrêmement simples, par exemple, vitesse constante. Voilà, si la vitesse était constante dans le globe, ce qu'on aurait, ou si la vitesse ne faisait qu'augmenter de manière progressive avec la profondeur. On aurait une déviation, mais on n'aura pas de zone d'ombre. Voilà donc ce qu'on peut faire avec les sismogrammes. J'en oublie, hein, il y a plein de choses, d'autres choses qu'on peut faire. On peut faire par exemple de la triangulation, hein. Ici, si je peux juste en double-cliquant sur une station, lui demander d'afficher le cercle de distance. Donc si j'affiche tous les cercles de distance comme ça, je vois que leur point d'intersection, c'est l'épicentre. Donc voilà encore une autre approche que l'on peut avoir. On peut importer des calques au format KMZ, hein, Google Earth. Quand vous avez des calques Google Earth, on peut les importer. S'ils sont simples, si c'est juste des images et des cartes, on peut les importer. Il y a plein de données aussi en temps réel. Par exemple, on peut voir la sismicité récente. Si j'affiche les séismes, je peux lui demander de n'afficher que les séismes récents. Voilà. Donc là, je vois les séismes récents. Alors, si je veux voir euh, magnitude, par exemple, supérieure à 2. Là, je vois le fameux séisme qui nous a secoué. Je peux cliquer dessus et avoir des informations sur le site de l'USGS sur cet événement. Voilà, je clique et j'ai des détails sur ce séisme. Alors, je sais qu'il est local, c'est un peu notre fierté, mais c'est pas non plus un très très gros séisme. Je vais demander d'afficher que depuis un mois ou même depuis un an, allez, depuis un an, mais juste les forts, juste les très gros. Donc si je double-clique, là, il me dit qu'il y a eu un séisme de magnitude 5. Peut-être qu'il va me montrer plus de choses. Voilà, il y a les cartes avec les intensités, etc. Il y a plein de choses que l'on peut étudier. Et on peut aussi animer pour voir options, données affichées, c'est où? Options, qu'est-ce que j'ai fait? Données affichées, séisme, options, animation. Ah oui, c'est séisme, foyer récent et animation. Et là, on voit l'animation avec tous les foyers depuis un an, avec la date en haut qui défile, pour voir que la Terre est active. Alors pour répondre, comment peut-on ajouter une station sismique? Ben, en fait, on ne peut pas. C'est quand
EduMed repère un séisme d'intérêt pédagogique, ils vont monter un kit. En fait, ce sont des kits que l'on télécharge, des fichiers zip, dans lesquels ils vont placer les stations que EduMed, Julien Balestra pour le nommer, l'ingénieur de recherche qui travaille avec nous, il va sélectionner les stations intéressantes, il va les mettre dans un zip, il va les didactiser, parfois même il rajoute une petite carte ou des petites données en plus, et il va me fournir cela pour Technoglobe 3D. Mais moi, j'ai pas la main dessus. On peut pas rajouter de station à la main. Sur cette question-là, bon, l'équipe EduMed n'est pas une tour d'ivoire complètement fermée, c'est-à-dire qu'il arrive qu'une équipe demande à faire une étude de cas avec des données provenant de leur station et l'équipe EduMed peut proposer, peut confectionner un kit d'études à la demande, hein, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter de contacter l'équipe pour dire, voilà, pour ce séisme-là, on aimerait bien avoir nos données. Parce que, comme l'a dit Philippe, derrière tout ça, il y a tout un travail de préparation des sismogrammes pour qu'ils apparaissent tels que vous les avez vus sur Tectoglobe. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire dessus. Mais il est tout à fait possible de demander, non pas d'ajouter qu'une station, mais de préparer un kit avec un certain nombre de stations, dont la station que vous voulez. Voilà. Voilà, je garde 10 minutes de la fin pour répondre aux questions. La question de droit d'auteur. La licence du logiciel, c'est la suivante. BYNC, ça veut dire qu'il suffit de citer Technoglobe 3D et l'auteur, Philippe Cosentino. NC, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le vendre, par exemple, une capture d'écran. Et même, imaginons que vous vouliez le vendre pour un manuel scolaire ou autre, il suffit de contacter l'auteur. En général, les éditeurs me contactent, me demandent l'autorisation, je la donne toujours. Si c'est pour utiliser sans bénéfice commercial, évidemment, on peut copier le logiciel, le diffuser, le mettre sur des clés USB, mettre des captures d'écran à tour de bras dans vos activités, vos vidéos personnelles, votre chaîne YouTube, il n'y a aucun problème. Ce qui est interdit, c'est simplement de faire du pognon dessus. Voilà, et encore, ça peut se négocier, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, si Donc, jamais l'ingénieur de recherche a intégré une carte avec les failles actives, elles y seront. Après, c'est comme le dit Jean-Luc, c'est ouvert, hein. On peut contacter Edumed et leur dire, il y a eu un séisme, il y a eu une histoire de faille active. Ce serait sympa de rajouter une carte avec les failles. Mais la démonstration qu'effectivement, ce qu'on propose, c'est pas que des sismogrammes, c'est un kit. c'est un kit. Philippe a travaillé là-dessus on peut y mettre un certain nombre de données qui sont livrées dans le même package. Et après, ben, mais là, derrière, ça veut dire qu'il y a une stratégie pédagogique, qu'est-ce qu'on va faire faire aux élèves, et ce kit-là, il faut le monter. Donc ça, l'équipe EduMed peut le faire toute seule, mais l'idée, c'est de le faire à partir d'une demande, d'une équipe qui a un scénario bien précis, et à partir de là, ben, on peut intégrer des cartes, on peut intégrer des points, on peut intégrer pas mal de choses. Le tout, c'est d'avoir la demande. Je Il y a une comprends, question sur l'image d'abord, pour finir avec l'image, JPEG, KMZ et tout ça. Donc en fait, oui, effectivement, il faut une image ben, géoréférencée, hein. Alors, Voilà. ce que je conseille pour répondre à Bertrand Delclos, c'est de faire la superposition d'images sous Google Earth. On l'a fait sous Google Earth, on l'ajuste bien. On fait bien son ajustement d'image. Quand on est content sur Google Earth, on fait un clic droit sur ce qu'on vient de faire, là, sur l'objet qui est à gauche dans les menus, là, votre image superposée, clic droit, et on fait exporter au format KMZ. Et là, juste lui, hein, juste l'image, et on a une image après au format KMZ on a un fichier KMZ qu'on peut importer dans Google, dans Technoglobe 3D, comme si c'était sur Google Earth en fait. Voilà. C'est très simple, hein. J'ai beaucoup de collègues qui le font. Euh, c'est vraiment, hein, on fait son ajustement en superposition d'image, on cale bien les coins, on exporte et après on importe dans Technoglobe 3D. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez, ceux qui sont là, je peux vous faire une démonstration peut-être, puisque c'est filmé, pour comment on fait une superposition d'image. Oui, non, ça vous intéresse ou pas? Je le fais maintenant? Je lance Oui, Google Earth et je le fais en c'est rapide, hein. tu peux, oui, bien sûr, Oui, oui. alors ça va être dégueulasse parce que je vais pas faire, je vais pas faire une belle superposition, mais c'est le principe. Donc là, j'ai lancé Google Earth, ok, voilà. Donc je vais tout décocher. Déjà, je décoche tout, voilà.
Je vais rajouter une image, hein. Alors, ajouter. Je fais superposition d'images et je vais chercher une image. Alors, euh, je suis désolé. J'ai rien, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça. Allez, hop. Oh là là, je ne sais pas où. C'est une carte c'est une photo très ancienne qu'on m'a envoyée de près de chez moi. Bon, peu importe. Je vais caler ma carte au mieux, hein. Ça, vous êtes sous Google Earth, vous utilisez les poignets pour que ça colle au mieux. On peut jouer sur la transparence pour mieux voir, hein. Est-ce que ça colle bien? Voilà. Ma carte est magnifique, je suis très content. Ma carte d'Espagne est parfaitement calée, je suis heureux. Quand je suis heureux, je lui donne un beau titre. Elle est géoréférencée, voilà, colle parfaitement au bord, on voit bien que les frontières correspondent. Je fais clic droit sur carte de l'Espagne, enregistrer le lieu sous, et je vais le mettre, bah, elle est sur mon bureau, carte de l'Espagne.kmz. Bon voilà, elle est sur mon bureau, c'est fini, tech. Je vais sur Techclub 3D, hein, je viens le charger, tout frais, il est tout beau, tout frais. Fichier, importer un dossier compressé Google Earth, et bureau, carte de l'Espagne. Magnifique carte de l'Espagne. Euh, que je peux rendre transparente, hein, pour montrer, voilà, si je veux la rendre plus transparente. Et voilà, et donc on peut, bien sûr, et on peut mettre plusieurs choses, bien sûr, hein. C'est-à-dire que là, sur Google Earth, c'est vrai, j'ai oublié de dire, on n'est pas obligé de mettre que ça. Je peux mettre plusieurs cartes. Je peux aussi, en plus de ma carte de l'Espagne, mettre des punaises, hein, dans Google Earth. Qu'est-ce qu'il fait? Il charge, il charge. Donc là, j'ai ma carte de l'Espagne. Je peux créer, très bien me faire un petit dossier. Ah, pardon. Ajouter un dossier. Je vais l'appeler mon TP de première. Voilà. Je vais mettre ma carte de l'Espagne dedans. Et puis, je vais mettre des repères aussi, par exemple. Ici, je vais mettre un repère dans le plein milieu. Je vais mettre euh, milieu de vanille, n'importe quoi. Voilà. Bon, hop, très bien. Je peux mettre plein de repères comme ça. Et quand je suis content de mon TP, de mon ensemble d'images, de mon kit, en fait, cette fois-ci, j'enregistre tout le dossier. Enregistrer le sous, je vais l'appeler mon TP de première. Tac, terminé. Je charge là-dessus. Donc l'élève, imaginons que l'élève il charge les 3D, vous dites à l'élève d'aller dans Fichier, importer KMZ et de récupérer le fichier TP de première. Et là, non seulement il a la carte, mais il a le milieu de l'espongie. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, vous avez compris, hein. On peut faire des chouettes choses comme ça. Voilà. Donc on peut, dans une certaine limite, faire communiquer Google Earth et Techno 3D, mais évidemment, il y a des limites, hein. C'est très limité. Désolé, hein, si vous espériez plus. Voilà. Et n'oublions pas que c'est notre outil à nous les profs, hein. Il est conçu pour nous avant tout, hein. Prof du secondaire, aussi prof je pense premier cycle, enfin niveau licence, pourquoi pas, universitaire. Moi, je suis à l'écoute. Euh, Énormément des fonctionnalités, un grand nombre de fonctionnalités que vous avez vues là, ont été rajoutées à la demande des collègues, hein. Plus de la moitié des fonctionnalités que vous voyez là, ce sont des collègues qui un jour m'ont écrit un mail en m'expliquant qu'ils auraient besoin en classe de telle fonctionnalité. Alors des fois, je leur réponds non, désolé, c'est trop compliqué ou ça va trop allonger le logiciel. Mais des fois, je dis ah oui, bonne idée, tiens, je vais les rajouter. Comme pour les médiatrices il y a 2 jours avec Jean-Luc et plein d'autres choses qu'on m'a demandé récemment d'ailleurs que j'ai rajouté. Donc n'oubliez pas que c'est votre outil, hein. N'hésitez pas à vous en emparer, à me faire remonter les bugs et à me faire remonter vos doléances. Il existe en version exécutable aussi, hein, si vous n'avez pas de réseau chez vous. Vous pouvez vous taper télécharger, si vous allez sur Google, télécharger Technoglobe, vous devriez trouver rapidement un lien pour le télécharger. Voilà. On va remercier Philippe encore une fois parce que voilà, c'est un outil si utile, inestimable par rapport à tout ce qui est à faire dans ce domaine. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine visio. Ce sera dans 2 mois et ce sera, je pense, autour de l'érosion. Voilà, donc on aura une autre visio qui devrait être utile pour tous ceux qui doivent traiter cette thématique de l'érosion à partir des ressources qui se mettent en place sur EduMed. Merci, on est obligé de s'arrêter aujourd'hui pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci encore à Philippe. Un bon Au week-end revoir à à tous. tous. Au revoir. Merci à tous, au Merci, Au au revoir. 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 Merci.